Alors, pas de retour, ou la limitation dans l'action. Ouais, là vous allez vous retrouver encore une fois face à deux problèmes. Si vous limitez un exercice, comment dire, sans en comprendre les rouages de base, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez enlever un double élément de sélection, puisque le ring et d'autres disciplines ont été pensés au niveau des sauts avec un côté physique et un côté pratique. Alors le côté pratique sert évidemment pour l'entente maître-chien, que ce soit des bergers ou alors pour des gens qui travaillent dans des administrations. Alors comme je vous l'ai expliqué dans le côté berger, il y avait souvent l'homme qui envoyait son chien par-dessus une haie ou par-dessus un fossé pour qu'il récupère les bêtes avant lui. Le chien regroupait le troupeau, remontait et le berger passait un ponton ou allait au portail, rentrait dans la pâture et récupérait le troupeau. Le chien l'aidait à ce niveau-là, donc il n'y avait pas besoin de retour. Et parfois il arrivait que le chien fasse l'aller-retour parce que par exemple on a vu ça dans certaines vieilles photos. Le maître renvoyait le chien sur le pré ou dans le jardin parce qu'il avait perdu quelque chose. Donc le chien sautait par-dessus le grillage et lui rapportait l'objet qu'il avait perdu. Alors ça pouvait être son portefeuille, son chapeau, enfin bref, plein de trucs. Et donc le chien faisait l'aller-retour et revenait avec un objet. Alors ça en France et en Belgique ça n'a pas trop perduré. Par contre les Allemands ont gardé cette façon de faire sauter avec en rapport donc un objet. Mais le gros point positif de cette affaire, c'est que le fait de travailler sur un aller-retour, ça a énormément intéressé les administrations. Surtout quand on a commencé à voir des chiens travailler après un saut de cloison, un saut de palissade. C'est-à-dire qu'au début, le maître envoyait son chien par-dessus une cloison, un mur. On ne sait pas trop, il n'y a pas à l'époque il n'y a pas de définition type sur le terme palissade. On a retrouvé le mot palissade quand on a vu vraiment l'agrès transporté sur le terrain. Mais au départ le chien pouvait sauter et franchir n'importe quoi. En fait le maître envoyait son chien donc par-dessus une cloison. Le chien redescendait, il fouillait le terrain, c'était bien souvent des jardins ou alors un petit entrepôt qui appartenait au maître. Le chien fouillait toute la zone et au bout d'un moment, s'il n'aboyait pas, c'est qu'il n'y avait personne. Donc en fait, le maître le rappelait. C'est pour ça qu'on avait un aller et un retour. Le chien revenait au pied et il signifiait au maître que l'endroit était désert, qu'il pouvait rentrer, pas de problème. Pas de problème d'agression, pas de problème de vol, etc. Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs versions. Je vous raconterai tout ça dans mon bouquin La saga du Malinois que je suis en train de boucler.
Et les administrations se sont aussi intéressées à ça parce que il y avait les précurseurs qui avaient compris que des chiens avec des belles détentes comme ça et un beau contrôle sur l'arrivée en haut de la palissade pouvaient fouiller à l'intérieur d'une maison et rentrer par une fenêtre. C'est pour ça que vous voyez des palissades avec des encadrements sur des vieilles photos d'époque. Donc tout ça a fait que le chien était entraîné sur un aller et sur un retour pour être certain que l'exercice était acquis en fait. C'était surtout ça qui était important. C'était surtout ça, pardon, qui était important. La teneur entière de l'exercice. Comment ça a été vérifié? Ben, en fait, ils ont là encore, ils ont pris ce que faisait le chien dans son milieu, on va dire naturel entre guillemets, hein, parce que là, on n'est plus du tout dans le chien de berger, mais dans le chien de garde. Et ils ont repris vraiment tout ce que faisait le chien à l'état naturel sur le terrain. Donc ils ont commencé à faire une haie fixe, une haie avec un trou devant. Hein. C'est marrant parce que j'ai revu sur certaines vieilles photos, ils avaient fait un trou dans un stade, ils avaient laissé la terre. Donc c'est assez rigolo, on ferait ça aujourd'hui, ça serait pas possible, mais bon, ils faisaient ça à l'époque. C'est difficile à expliquer parce que ça a servi à deux choses. La première des choses, ça a servi à vérifier comment les chiens franchissaient cette palissade. Et ils se sont inspirés de cette fameuse montée de cloison par les fenêtres pour travailler sur un système de fouille de terrain avec une cabane. C'est-à-dire que cette cabane en bois, elle avait deux fenêtres. Le chien grimpait par une fenêtre, entrait dans la cabane, fouillait la cabane. Donc ça, c'était important pour les juges et pour les personnes qui allaient se servir de ce type de chien-là en administration parce qu'ils voyaient les capacités physiques du chien. Mais avant de travailler sur les fouilles de terrain et de pouvoir rentrer à l'intérieur d'une cabane, mais bon, il n'y avait pas que ça comme cache, hein. Il y avait différents types de caches. Mais cette cache cabane en faisait partie. Et avant, le chien faisait quand même tous ses sauts et son obéissance. C'est-à-dire qu'il faisait un saut de haie, un saut en longueur et un saut de palissade. Donc les palissades étaient très hautes à l'époque, hein. C'était entre 2,40 m et 2,80 m. Il y en avait même qui montaient à 2,90 m. C'est pour vous dire que les anciens, ils rigolaient pas vraiment. Donc les administrations se sont immédiatement intéressées à ce type de chien, capable de franchir des obstacles assez conséquents et capable d'intercepter quelqu'un à l'intérieur d'une maison ou dans un jardin, d'aboyer, de le mettre au ferme, etc. Donc c'était très intéressant d'analyser tout ce système à l'époque. Si le côté pratique va énormément peser dans la balance, une autre base de sélection va aussi être d'une importance capitale, c'est le côté physique du chien. Les précurseurs ont tout de suite mis en place des exercices de culture physique liés au saut, justement pour fortifier et assouplir les chiens avec diverses techniques et diverses façons de faire sauter le chien. Cette façon de procéder avait un but qui est encore aujourd'hui de rigueur, hein, c'est de contrôler la bonne santé du chien. C'est-à-dire que bon, à cette époque-là, il n'avait pas notre connaissance technologique. Donc pour être certain que les chiens n'avaient pas de problème de dysplasie, n'avaient pas de problème de santé, de squelette, etc., ils avaient mis en place ce système de culture physique pour être certain que le chien allait être performant dans la durée et dans le temps. Suite à ces deux bases de sélection, une troisième va avoir le jour, le côté psychologique. Est-il capable de recommencer? Alors ça, c'est très important parce que nous allons découvrir, grâce à cette question, que dans l'aptitude, il y a plusieurs phases.
Donc on va commencer à découper cette aptitude. La première des choses, c'est les qualités à l'intérieur de cette aptitude. Comment saute-t-il? De quelle façon saute-t-il? Est-ce qu'il groupe? Est-ce qu'il s'élance? Il y a plein de façons d'appréhender un saut. Donc ça, la lecture de comment le chien va procéder pour sauter est très importante. Est-ce qu'il a la même technique pour revenir? Donc là, encore une fois, on va justifier l'acte. Jusqu'où peut-il sauter? Ses normes de longueur, la hauteur, il peut monter à combien de mètres et se stabiliser et redescendre sans se faire mal, par exemple. Et enfin, à l'intérieur de ces qualités, une autre définition va se mettre en place, c'est les valeurs. Est-ce qu'il est capable de recommencer sans se lasser et combien de fois? Peut-on augmenter les distances, recommencer, rabaisser, le ramener sur un autre saut, en faire plusieurs à la fois, etc. Donc, aptitude, qualité et valeur. Voilà comment les sauts vont être dissociés. Ah oui, aujourd'hui, on se sert encore de ce genre d'analyse. Hein. Il y a 3 actes. Il y a l'étymologie, les fondamentaux de sélection et l'évolution. Tout se suit. Si on veut acter la progression d'un cheptel, on est obligé d'en passer par là. Par exemple, vous prenez la proportionnelle, on va dire, saut et mordant. Si on avait autant sélectionné avec la même rigueur les sauts qu'on a sélectionné le mordant, aujourd'hui on aurait des chiens qui sauteraient 6 mètres de long, 1,60 m à la haie et 3 mètres à la palissade, facile. Si on avait eu vraiment le même rigueur de sélection, on a vraiment, nous en France, beaucoup sélectionné par le mordant. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est juste qu'il fallait faire les deux. Il nous fallait une sélection vraiment pointue sur ces 2 actes. Vous vous rendez compte de l'étymologie, nous sommes partis pour le mordant. Le chien intervient sur le bras armé pour désarmer et intervient aux jambes pour éviter les coups de pied. On a fait quand même du chemin par rapport à ça. Donc le chien se lançait sur le bras pour désarmer malfaiteur, enfin, surtout pour l'empêcher de se servir de son arme. Donc le malfaiteur, le temps qu'il change de main, le maître l'avait maîtrisé. Hein, si c'était un policier ou un militaire ou quelqu'un d'une administration comme ça, avait vite fait de le maîtriser, tout en sachant qu'une morsure, ça fait très mal en plus. Et donc le mordant aux jambes, quand vous allez prendre un schéma simple, hein, le chien qui arrive à la cache, vous regardez le chien qui est devant, si vous voulez fuir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le repousser d'un coup de pied. Donc vous allez garder cette gestuelle atavique et travailler le chien en proportion de ce que vous allez faire dans la vie. Oui, mais tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu un temps considérable pour trouver les bons chiens, les sélectionner correctement, sélectionner les plus courageux. Parce que le noyau génétique de base, il est là, hein, c'est le courage. Le courage et la bonne santé du chien, c'est 2 choses indissociables. Donc il a fallu travailler avec les chiens les plus courageux, étudier aussi les femelles, travailler sur l'anatomie pour avoir des chiens suffisamment forts et costauds pour supporter tout un programme. Tout ça, donc, tout ça s'est mis en place petit à petit. Ça a été très long. Avant, vous voulez dire avant le 1906, le premier chien démuselé? Ouais, il était muselé. Voilà. Donc les chiens étaient entraînés à frapper un malfaiteur et enlacer une jambe avec les pattes et essayer de l'immobiliser et de le faire tomber. Donc on retrouve encore aussi ce genre d'attitude où vous avez des chiens qui tiennent, qui enlacent comme ça les jambes d'un homme d'attaque ou quelque chose comme ça. C'était comme ça avant. Il l'attrapait, il essayait de le faire tomber ou de le pousser ou de le maintenir, de tenir tout simplement pour que le temps que le maître puisse intervenir. Alors des fois, il y avait un autre système quand les policiers ou les gens d'une administration quelconque faisaient une patrouille. Parfois, sur un malfaiteur, ils lançaient plusieurs chiens à la fois, muselés, pour le stopper. Ensuite, il faut bien comprendre que pour sélectionner correctement, il faut des bases certaines. Donc les exercices ont été vite jumelés.
par un ordre direct, par la vérification de l'exercice et le pointage acté sur ces deux éléments. Donc la discipline a commencé on va dire, à s'étoffer avec un aller et retour à la palissade, un aller et retour à la haie, un aller direct au fossé, parce que le fossé, comme je vous l'avais expliqué avec ces histoires de clés, et sur le terrain, dans la nature, le berger envoyait son chien, le chien regroupait le troupeau et il me prenait ponton, et donc il n'avait pas accès à un retour sur le fossé à la base. C'est arrivé plus tard en campagne, où le chien était lancé sur le fossé, soit il faisait une attaque, soit il faisait un en avant, et il était rappelé et il faisait le retour. Donc le fossé était plutôt vu dans cette optique. Ensuite, pour la vérification des exercices, c'est le programme qui a été entièrement pensé avec un exercice et sa vérification. C'est pour ça que nous avons deux marches au pied. Une marche muselée et une marche en laisse. En Belgique, ils ont une marche libre et une marche en laisse. Nous avons deux absences. Une absence assise ou couchée et une absence avec appât. Nous avons deux fois les positions à faire. Nous avions deux rapports d'objets. Un lancé, un au vu, plus une quête avec une identification d'objet qui est arrivée plus tard. Je vous expliquerai pourquoi, mais on fera une émission spéciale parce que c'est très long de vous expliquer tous les cheminements qui ont fait que le ring est devenu le ring qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'exercice, il y a eu beaucoup de choses qui ont été soit améliorées, soit retravaillées dans un autre sens. Donc je vous disais deux marches au pied, deux rapports d'objets, deux fois l'absence, deux fois les positions, deux attaques bâton, deux fuites de garde ferme, deux sorties de cage, deux passes de valise, etc. etc. Le ring a été vraiment pensé pour visualiser un exercice directement par le chien et le vérifier derrière par une deuxième sollicitation du chien pour être certain qu'il a bien capté l'exercice et que cet exercice est acté dans sa matrice génétique. Donc, vous comprenez mieux que le fait d'enlever un retour de palissade, d'enlever une fuite de cage, d'enlever un exercice, c'est jamais bien bon quand on connaît l'étymologie et qu'encore aujourd'hui on s'appuie sur cette étymologie. Oui, en plus c'est typiquement français. Oui. C'est incrusté dans nos gènes, ça. On a tendance à refaire l'exercice deux fois pour être sûr que le chien l'ait bien compris, même un exercice simple. Nous avons cette déformation typiquement française. J'ai vu dans on va dire d'autres programmes des gens un peu des cynophiles, un peu moins tatillons que les Français, même si c'était pas hyper parfait, hormis les Allemands où ils recherchent une perfection dans leur discipline. Nous en France, on n'a pas forcément un pointage sur la perfection, mais on s'applique à rendre la discipline la plus belle possible. Donc ouais, c'est le fait de recommencer comme ça, c'est bien de nos gènes. Voilà, absolument, voilà, vous allez vous retrouver avec ce système de sélection, avec des chiens très, très heureux de travailler. Donc le fait de surenchérir par une récompense, je sais pas trop pourquoi il serait obligatoire sur un vrai chien de travail d'avoir une abondance de récompenses comme ça immédiate. Je pense que c'est plutôt au départ ceux qui ont mis des récompenses, on va dire, pas systématiques, hein. Moi j'ai jamais vu ça, mais des récompenses par exemple sur un exercice physique, c'est plus pour accentuer ce côté physique. Voilà, donc par exemple le fait de faire sauter un chien plus loin ou plus haut, ce genre de choses. Voilà, bon, il pouvait peut-être s'aider
d'un ustensile de récompense du style boudin ou balle. Mais bon, moi personnellement, j'en vois aucune utilité. C'était pensé comme ça au début, et moi j'en suis certain, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours récompensé mes chiens, je vous l'avais expliqué dans une vidéo avec un atelier spécial à la fin du travail du chien, une fois qu'il avait fini sa séance. On avait un petit enclos, le chien rentrait à l'intérieur et on le faisait mordre sur des costumes belges en surtoile. On lui donnait 2 ou selon encore son état physique, sa fraîcheur physique, on lui donnait 2, 3 ou 4 prises en gueule pour lui. Et on le récompensait là-dessus, tout le monde le félicitait, voilà, t'as bien travaillé. Voilà, le chien avait fait une belle séance, il était récompensé à la fin. Mais pas pendant, ni au milieu, ni rien, parce que imaginez que vous faites un saut, vous récompensez le chien parce qu'il a bien sauté, tout ça, et puis qu'après, ce soit l'enfer au niveau du plat, l'obéissance qui se mettent à faire n'importe quoi, ou qui mettent des coups de dents, ou qui se conduisent mal sur une valise, ou choses comme ça. La belle affaire, vous venez de le récompenser, donc c'est un ni queue ni tête, vous le récompensez, après vous le punissez, après, oh là, c'est très bizarre comme façon de voir les choses. Donc moi je suis pas meilleur que les autres, mais bon, j'étais basique, je faisais mes sauts, il sautait bien, bah, tant mieux. Je faisais de l'obéissance, il faisait de l'obéissance, bah, c'était très bien. Et puis après on faisait du mordant, et puis si c'était très bien, à la fin je le récompensais parce qu'il avait vraiment très bien travaillé sur les 3 choses que je lui avais demandé. Voilà tout simplement comment je faisais, il n'y a pas de mystère en fait. Assis. 27. 27. Bien au pied. 27. Très bien. À ta place. 27. À ta place. 27. 2,50. Pas bouger. 27. En place. 27. Moi j'attaque. Toucher un peu. C'est bien quand même. Ouais, comme il est. Ce qui donne des pointages au fur et à mesure.
T'as déjà mordu déjà. Ça, je l'ai douté parce qu'il le connaît par cœur. Il a tenu quand même. Il avait un croc qui était accroché. Je trouve qu'il a gagné en vitesse de percussion.
Ouais, c'est bien ça. Ouais, bien, bonhomme. Voilà.